Bienvenue sur Ecopoetis, c'est notre seconde émission et nous la réalisons en partenariat avec l'ODJ Média. Elle sera diffusée sur l'ODJ TV, puis après retransmise sur l'ODJ Radio. Et nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Hachmi Salhi, qui est sociologue, écrivain et militant, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui défend une cause également. Et nous allons lui demander, dans un premier temps, de présenter son parcours sur le plan éducatif et professionnel. Qu'est-ce qu'il a fait comme études et qu'est-ce qu'il a réalisé sur le plan professionnel. Bien, écoutez, je vous remercie de m'accueillir. Très heureux de partager ces heures d'entretien avec vous. Alors, je m'appelle Hachmi Salhi, je suis né à Oran, en Algérie. Je suis donc un Marocain d'Algérie. J'ai fait mes études en France, donc je suis sociologue de formation et statisticien. J'ai été un militant associatif dans le monde éducatif, notamment à la Fédération laïque des conseils de parents d'élèves, donc la FCPE, dont j'ai présidé le département du Nord et vice-présidé l'échelon régional. J'ai été également impliqué dans le monde des professionnels de l'information et de la documentation, puisque j'ai présidé la délégation Nord-Picardie des professionnels de l'information et de la documentation au sein de l'association professionnelle qui s'appelle la DBS, Association des documentalistes et bibliothécaires spécialisés. J'en ai assuré également le Conseil des régions de France sur un court terme. Voilà, j'ai été également conseiller économique et social et environnemental régional. Donc j'ai siégé au Césaire de la région Nord-Picardie, qui est devenue région Hauts-de-France, puisqu'on a regroupé un autre département. Notamment au sein du Césaire, j'ai toujours gardé ma ligne directrice qui était de militant de l'éducation. Je suis sociologue de l'éducation, je défendais l'intégration scolaire de tous les différents segments de population de France. Souvent je dis, j'ai présidé la seconde fédération de la FCPE de France, c'est-à-dire de nombreuses familles françaises m'ont fait confiance et j'en étais honoré et je pense qu'ils me l'ont bien rendu. Voilà, puisque je pense que j'ai bien défendu ce dossier scolaire. C'est un parcours très riche. Vous êtes sociologue de formation, mais vous avez également milité pour les enfants, puisque vous avez soutenu, en étant membre actif, des associations de parents d'élèves. Puis vous avez été aussi un acteur social, puisque vous avez été au Conseil économique, social et environnemental. Et en même temps, vous avez trouvé le temps pour écrire des livres et pour avoir une œuvre littéraire riche et diversifiée. Votre œuvre est diversifiée. J'ai regardé ce week-end, j'ai parcouru votre œuvre. Elle est riche et diversifiée. J'aimerais que vous nous parliez de votre œuvre littéraire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Écoutez, moi je dis je suis un écrivain tardif, puisqu'au fait j'ai commencé à écrire quand la retraite arrivait, quoi. J'étais tellement impliqué dans les dossiers professionnels, puisque j'ai travaillé à la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, où je défendais également au niveau régional le dossier artisanal. Et après, au fait, l'élément déclencheur, c'est l'expulsion des Marocains d'Algérie en 1975. J'étais peut-être encore un peu jeune, mais avec la maturité est venu ce dossier qui relève d'un drame humanitaire grave et donc qui méritait qu'on s'y attache et qu'on le défende, parce que c'est un dossier qui a impliqué beaucoup de victimes. J'ai tendance à dire que ça, je souhaite le mettre en relief. L'expulsion collective des Marocains d'Algérie et au fait le verso du recto qui était la marche verte. Donc en fait, je dis dans mes œuvres que cette expulsion est la chair matricielle de la sublime marche verte, donc qui a concerné
un nombre de victimes important, dont on attend l'estimation officielle. On parle entre 50 000 familles et 300 000 personnes. Et je dis c'est important qu'on le sache parce que ester demain en justice internationale pour 100 000 personnes ou 300 000 relève d'une autre dimension et d'une autre ampleur. Et donc voilà ce qui a dirigé d'abord mon travail d'écriture. On était pratiquement dans l'urgence parce que bon, j'ai milité dans des petites associations européennes, transnationales en Europe, mais on m'opposait toujours la réserve diplomatique, hein, puisque j'ai essayé d'alerter les élus politiques de la région Nord-Pas-de-Calais, mais j'ai compris très vite que la réserve diplomatique primait et je me suis retourné sur l'écriture, vers l'écriture. C'est une manière originale, à la fois mesurée, tempérée, intelligente, de défendre une cause. Et en général, ce n'est pas les militants en général n'ont pas cette intelligence intellectuelle que vous avez eue de choisir un mode original, différent, différencié, de défendre une cause. Et là, vous avez choisi une œuvre littéraire et riche et différente. Et j'aimerais que vous nous parliez des différents supports que vous avez écrits et comment vous l'avez choisi, qu'est-ce qui vous avait fait penser, par exemple, au Petit Oranais marocain. Et chacun de vos livres, j'aimerais que vous nous disiez en quelques lignes pour une petite présentation de chacun de vos ouvrages. Très bien. Alors donc j'ai écrit à ce jour 4 livres, dont le premier est La Conférence des oiseaux expulsés, qui a été traduit, donc La Conférence des oiseaux expulsés, donc je l'ai écrit en 2016, qui a été traduit en 2019, donc sous le titre Manteq at-Tayr at-Tarid, avec l'aide d'ailleurs du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme. Vous le montriez à la caméra également. Qui est là également. C'est en face de vous. Voilà. Donc voilà, ça a été ma grande entrée dans ce que j'appelais une œuvre littéraire, mais qui est aussi une historiographie des minutes de l'expulsion des Marocains d'Algérie. Alors, je me suis dès l'origine attaché à une certaine langue, une langue littéraire et un style littéraire. Pour la Conférence des oiseaux expulsés, qui est un récit, je me suis inspiré d'une forme singulière de la littérature japonaise qui s'appelle le conte-poème, Monogatari Uta. Monogatari veut dire récit, Uta veut dire poème. C'est un récit orné de poésie. Donc voilà pour la Conférence des oiseaux expulsés. Alors il est parcouru par le vécu de cette douleur de l'expulsion, c'est-à-dire depuis que les policiers sont venus nous ramasser pour nous expulser vers la frontière. Donc voilà. Sachant que pour ma famille, mon père était emprisonné, donc il avait disparu 3 semaines avant, on ne savait pas où il était. Voilà. Alors, donc là, j'ai pris un style singulier où j'ai mis beaucoup de choses, au fait. Bon, il est relativement ardu à lire. Pour sa traduction, donc, j'ai bénéficié d'un professeur d'université qui m'a fait un travail de traduction remarquable, qui est Belkacem Khaled, et qui m'a par ailleurs fait la confidence qu'il n'a jamais autant utilisé le dictionnaire pour me traduire. Et j'ai fait aussi un travail de co-traduction avec lui sur certains aspects, sur l'anthropologie, sur les aspects psychanalytiques ou les références à Jacques Derrida, etc. Et je pense qu'on a bien travaillé ensemble pour en donner la teneur dans la langue arabe. Alors, la traduction en arabe supposée également avait pour objectif une ouverture vers une audience plus large, nationale, plus large, dans le monde arabo-musulman notamment. Alors, c'est quelque chose que je recherchais vivement parce que je voudrais rappeler que cette expulsion des Marocains d'Algérie qui s'est déroulée en 1975, elle s'est faite en plein Aïd al-Adha. Hein. C'était Aïd al-Adha, donc le mois du sacrifice qui était fêté dans l'ensemble du monde arabo-musulman et que j'ai qualifié, moi, d'une véritable hérésie religieuse et confessionnelle
parce que c'était inimaginable pour nous, habitants Oran, pour le cas de nombreuses victimes, nous faire expulser le jour de la fête du pardon et de l'alliance confessionnelle, donc musulmane, en fait, expulser ses frères de religion, ses frères de confession, c'était une hérésie. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je tenais. J'insistais dans les deux ouvrages également sur le fait qu'on a laissé des familles, des membres de notre famille algérienne là-bas. Nous avons laissé nos morts aussi. Par exemple, ma sœur, elle est enterrée à Oran, au cimetière des Planteurs, et je ne peux pas fleurir sa tombe. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle je tenais. Il y a également, au fait, ces Marocains qui sont des martyrs de l'indépendance algérienne. Beaucoup de Marocains de l'Oranie ont été des héros de l'indépendance de l'Algérie, martyrs, et leurs enfants, fils de Chouhada, affirmés, donc administrativement reconnus, ont été aussi expulsés. Et ça ajoute au drame de cette expulsion. Après, dans cette expulsion collective, il y avait également beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes dont la scolarité a été brutalement, pratiquement éradiquée, puisque l'hiver 1975, qui était un hiver glacial, froid, c'était la fin du premier trimestre, et donc arrachés à leurs écoles, à leurs camarades de classe, etc., et qui repartaient ces jeunes vers un autre parcours scolaire, notamment à Oujda, qui ne s'est pas fait tout de suite. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai insisté pour faire un zoom sur ces enfants. Et c'est ce qui a donné le petit Orani marocain. Donc ce qui a donné le petit Orani marocain est le tome 1, puisque je pense travailler en 3 tomes. Le tome 1, c'est l'Exode 1975, au fait où je fais parler un jeune, c'est exactement au fait ma sœur que j'ai masculinisée, si j'ose dire, Keltoum est devenu Sami, qui raconte sa vie et le vécu de cette déportation avec sa famille et l'arrivée donc à Oujda. Oujda, je voudrais rendre hommage également à Oujda. Alors, à travers aussi les enfants, je voudrais rendre hommage au ministère de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, d'abord, pour nous accueillir en tant qu'expulsés à Oujda, a ouvert ses écoles, tous les établissements scolaires pour nous accueillir. Les cantines scolaires sont devenues les refuges alimentaires, je veux dire. Il y avait également, au fait, l'accueil par le Croissant Rouge marocain et le Croissant, oui, c'est le Croissant, et la Croix-Rouge internationale également, qui nous accueillit dans des tentes humanitaires. Je voudrais également rendre hommage au personnel de l'Éducation nationale qui a optimisé cette résilience scolaire et l'intégration scolaire. Vous voyez, je suis poursuivi par le militantisme éducatif. Donc voilà, alors ça a été sous la forme d'un album de la jeunesse de 7 à 77 ans, qui était fortement illustré. Alors je voudrais revenir sur la conférence des oiseaux expulsés. L'ouvrage a été illustré par Aziza Filali, qui était professeur des arts plastiques au lycée Descartes, donc qui a rendu sa traduction plastique de l'œuvre. Pour le petit Orani marocain, donc j'ai travaillé avec Frédéric Gancel, qui était une prof de l'université de Lille 1 et qui est férue d'art plastique, et elle a choisi une autre technique qui était une technique mixte pour illustrer cet ouvrage. Voilà donc pour ce zoom sur les enfants. Doit suivre un tome 2 qui concerne, que j'ai intitulé provisoirement Contes d'exil contre l'oubli, et qui va au fait retracer l'intégration dans le royaume du Maroc. C'est comment cet enfant a repris une scolarité, a trouvé un logement, enfin à travers sa famille, et comment il a vécu ce retour au pays d'origine, si j'ose dire. Je viens donc pour... Alors, comme tout le monde le sait, c'est une situation qui est relativement bloquée
avec la fermeture des frontières, la rupture des relations diplomatiques. J'ai réorienté mon travail sur la mémoire, hein, sachant que l'attente, elle dure. C'est une attente de justice et de réparation qui dure depuis 1975. C'est une attente, nous sommes patients, c'est une attente qui aura 50 ans en 2025. Et là, je pense que pour le cinquantenaire, il faut marquer le coup, quoi. Il faut marquer le coup en termes de mémoire. Alors, je disais tout à l'heure, hein, dans la conférence des oiseaux expulsés, alors le titre déjà, la conférence, hein, je l'ai emprunté à un poète soufi iranien, et la conférence, au fait, à l'époque, les frontières n'étaient pas encore fermées, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie n'étaient pas encore rompues, et en tant qu'association de défense des Marocains expulsés d'Algérie, nous attendions la tenue d'une conférence ad hoc pour parler, se réconcilier, estimer le nombre de victimes, réparer, pour apaiser cette mémoire, pour apaiser cette relation maroco-algérienne. Et donc, ce qui fait que la situation évoluant d'une manière tendue, donc j'ai passé au travail sur la mémoire. Alors, mon dernier ouvrage, qui est publié en Belgique et en France, donc, devait s'intituler La mémoire des sables. Mais c'est un titre qui a été pris, qui était déjà pris. Les sables de la mémoire, j'ai essayé tous les. Et puis après, je me suis rabattu sur la mémoire des fêtes avec un jeu de mots sur les fêtes, parce qu'on a été expulsé le jour de la fête de l'Aïd. Mais c'est au fait une mémoire qui est défaite, du verbe défaire, et qui est retissée à travers notamment un poème. En fait, l'idée, c'était... je suis resté bloqué pendant 5 mois pendant le Covid en France. Et je cherchais... j'ai toujours travaillé. Et puis m'est venue l'idée d'écrire un poème de 1975 vers. Le début de La mémoire des fêtes, c'était ça. Et puis finalement, j'en ai écrit 2000. Et puis, chemin faisant, j'ai découvert la notion, le concept de poème documentaire du grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Donc c'est lui qui m'a suggéré le poème documentaire, qui est une dualité. Il y a une expression poétique, littéraire, mais il y a également une documentation sur nos réalités historiques. Et je pense que j'ai saisi cette notion pour enrichir en fait le poème documentaire par des éléments historiographiques et de l'histoire commune. Donc c'est pour ça que j'ai repris, j'ai un peu travaillé sur j'ai fait une cartographie de l'hérésie religieuse, où je fais parler une mère de famille, un grand-père, qui ont vécu cette expulsion collective qui est en réalité aussi une véritable déportation. Je sais que le mot déportation est connoté avec la Seconde Guerre mondiale, mais quand on analyse les minutes de l'expulsion avec la brutalité, la violence policière, l'enregistrement bâclé des familles qui étaient expulsées, les insultes, le fait que les enfants sont restés sans boire, notamment pour le cas de l'Oranie à Châteauneuf, qui était un commissariat énorme, le convoi de toutes ces personnes vers la frontière, ça a été une véritable déportation. J'ai travaillé également pour l'ensemble des 4 ouvrages sur des entretiens. J'ai fait de nombreux entretiens d'une grosse partie des victimes. Et certaines victimes parlaient de la chouha. Et au fait, je ne comprenais pas ce que ça veut dire en arabe, chouha au début. Et au fait, chouha, c'est un peu fort, c'est un peu, je pense que toute chose égale par ailleurs, il n'y avait pas de génocide, si j'ose dire, de mon peuple marocain expulsé d'Algérie. Et j'ai retrouvé cette phrase, cette expression de Jacques Derrida, que j'appelle toujours le philosophe d'El Biar, puisqu'il est né comme moi en Algérie, et il dit, de la figure du génocide, il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas non plus s'en affranchir d'une manière aisée.
Et je sens, quand je vous écoute, je ressens votre souffrance. Et comme j'ai beaucoup lu les écrits des Français qui ont été contraints de quitter l'Algérie en 62 après l'indépendance, et je ressens cette souffrance d'avoir été arraché à sa terre natale, parce que l'Algérie, c'était votre terre natale, vous êtes né en Algérie, donc je sens la souffrance, je la sens, je la ressens. Et je sais très bien ce que le Royaume du Maroc a fait pour les Algériens et pour l'Algérie. D'ailleurs, une partie de ma famille paternelle a été impliquée dans ce soutien à l'indépendance algérienne. Le roi Mohamed V a beaucoup aidé l'Algérie pour devenir indépendante. Et à l'époque, l'armée de libération nationale a tout fait pour aider les Algériens à devenir indépendants. Et on ressent encore plus cette souffrance quand on sait ce que le peuple marocain a fait pour aider le peuple algérien. Donc on sent encore plus cette injustice qui vous a été faite. Et elle a été faite, comme vous avez dit, c'était le pendant de la Marche verte. On a voulu punir le Maroc d'avoir récupéré 350 000 km² et de l'avoir fait de façon pacifique, de façon intelligente. Et les Algériens qui ont toujours rêvé d'avoir un accès sur l'océan Atlantique n'ont jamais accepté, sont vengés sur vous. Alors, je ne vous cache pas que très peu de Marocains connaissent ce que vous avez vécu. Et qu'il faudrait médiatiser encore plus cette expulsion. Et il faut le faire de façon institutionnelle, en sollicitant les autorités, le gouvernement, etc. Comme vous avez dit, en 2025, ce sera le cinquantenaire. Donc il faut médiatiser ça. Et il faudrait même penser à prendre attache avec le Centre cinématographique marocain, avec les grands metteurs en scène, et on a une dizaine de grands metteurs en scène marocains. Et il faudrait leur soumettre ce projet, de faire un film sur l'expulsion collective des Marocains d'Algérie en 1975. Et je suis persuadé que le Centre cinématographique marocain serait prêt à aider une telle entreprise. Dans le troisième panel, je tenais à vous questionner sur les mesures judiciaires, juridiques que vous avez prises à l'encontre de l'Algérie, ou alors que vous comptez prendre pour obtenir réparation. Alors ça, c'est le grand problème, hein. Donc, c'est-à-dire du portage d'un dossier judiciaire, juridique au niveau international. Bon, nous avons les associations des Marocains expulsés d'Algérie n'ont pas beaucoup de moyens pour rester en justice. D'abord, déjà, sur la recevabilité juridique du dossier. Alors, à titre individuel, à titre familial, à titre collectif, porté par l'État marocain. Donc, on a essayé. En fait, moi, je connais un petit peu ces domaines, oui. Pas beaucoup, mais un petit peu. Une action collective, ce qu'on appelle class action, est tout à fait possible. Voilà. Bon, peut-être que la France n'est pas le lieu, peut-être qu'il faut le faire au niveau des instances européennes. On peut le faire même aux États-Unis. Le Maroc, c'est très difficile aujourd'hui de le faire, au Maroc, pour des raisons diplomatiques et le fait qu'aujourd'hui, on n'ait plus de relations directes avec ce pays-là. Mais je pense qu'une action collective, qui d'abord estimerait les dégâts financiers, qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce que ça vous a coûté, et puis après le préjudice moral. Et après, il faudrait peut-être rester au niveau d'une Cour européenne ou alors au niveau des États-Unis d'Amérique qui sont habitués à faire des actions collectives. Mais en tout état de cause, il faut médiatiser plus ce dossier et il faut profiter, comme vous avez dit tout à l'heure, du cinquantenaire pour qu'au niveau de l'ensemble des ambassades du Royaume du Maroc à l'étranger, qu'il y ait une action diplomatique et qu'on puisse rappeler, que chaque ambassade du Royaume à l'étranger puisse rappeler le drame que vous avez vécu.
tout cas, je vous tenais à vous remercier, à vous féliciter pour votre parcours, parce que c'est un parcours très riche. Le trauma que vous portez, vous l'avez utilisé à bon escient, d'abord dans vos études de sociologue, puis après dans le fait ce que vous avez apporté au Conseil économique, social et environnemental, également au niveau des jeunes, des écoles. Quand vous parlez de Jacques Derrida, c'est un homme qui me parle, il fait partie de mes références, avec Bourdieu et Deleuze, donc Derrida me parle. Et puis vous avez utilisé une façon intelligente de militer, en utilisant divers genres littéraires. Donc vous avez porté un enrichissement même à la forme. Vous avez utilisé des formes différenciées. Et maintenant, c'est le combat d'une vie. Et le combat de votre vie, c'est d'obtenir réparation de votre préjudice. C'est une cause noble. J'espère que les cinéastes marocains sauront vous tendre la main, que l'État marocain, que la diplomatie marocaine saura vous tendre la main pour obtenir réparation, tout en n'oubliant pas que les meilleures réparations s'obtiennent au niveau judiciaire. Bien sûr. C'est un juriste qui vous parle, et donc il faut réfléchir à faire une action collective contre ce pays. Pas en France, vu la France est toujours en difficulté par rapport à l'Algérie. L'Algérie a une rente mémorielle en France, donc c'est pas France, c'est pas le bon, mais l'Europe et les États-Unis d'Amérique, et en plus de l'action diplomatique pour obtenir réparation. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Je tenais à vous remercier d'être venu dans votre pays, le Maroc, participer au Salon du Livre et présenter vos ouvrages. Et je vous remercie d'avoir choisi l'ODJ, TV, puis radio, pour exprimer vos parcours et vos propos qui auront un grand écho au Maroc et à l'étranger. Donc merci beaucoup Si Hachmi Salhi, merci d'être venu. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Donc en conclusion, j'invite les cinéastes marocains, les grands cinéastes marocains à prendre attache avec Si Hachmi Salhi pour faire un film. La meilleure manière de toucher les gens, c'est faire un film pour porter le message de ces Marocains qui ont été spoliés de leurs biens, de leur vie, de leur mémoire, de leur pays d'origine, qui ont été expulsés et qui ont tout perdu. Certains ont dû recommencer à zéro, et une vie de zéro, de reconstruire une nouvelle vie. Donc j'invite les cinéastes marocains à prendre attache avec l'auteur et à faire un film sur ce préjudice. Et je tenais aussi à inciter le CCM, le Centre cinématographique marocain, à aider une initiative de la sorte. Voilà, la seconde émission d'Ecopolitis est terminée. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous rencontrer pour la troisième émission. Merci beaucoup, Si Hachmi Salhi, d'être venu. Je vous remercie infiniment. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci à vous.